Très content d'accueillir Ariane Willems. Ce n'est pas la première fois, je crois, que tu viens au Club ECMO, mais néanmoins. Et donc, qui est une ouverture donc aussi à la francophonie, puisque Ariane est responsable de l'unité de soins intensifs pédiatriques à l'hôpital Reine Fabiola à Bruxelles. Et donc, elle va nous présenter rapidement un travail sur le monitoring de l'anticoagulation. Bonjour et merci pour l'invitation. Donc, comme l'a dit Pierre, je vais présenter une recherche que j'ai réalisée. Donc, je viens de revenir à Bruxelles et j'ai passé 6 ans à l'aide dans un centre de réanimation médico-chirurgicale pédiatrique aux Pays-Bas. Donc, 3 objectifs à cette présentation. Une brève introduction, les résultats de recherche, et puis la conclusion pour la pratique et le futur. Alors, je vais commencer par une très brève introduction sur la coagulation. Je vais essayer de nous remettre un petit peu les idées en place sur la coagulation en ECMO et en pédiatrie. Brève rappel de l'anticoagulation par héparine et vous rappeler quels sont les différents tests qu'on peut utiliser pour titrer l'héparine et leurs spécificités. Alors, quand on met un patient pédiatrique en ECMO, il se passe plein de choses. La plus grande chose qui se passe, c'est qu'on va mettre en contact le sang du patient avec un circuit et qui est vécu comme un corps étranger. Ça va activer une cascade inflammatoire et de coagulation. Ça va activer les plaquettes, les facteurs de coagulation. En plus, vous savez que le volume circulant d'un enfant étant beaucoup plus petit parfois que le circuit, on a un phénomène d'émodilution, donc une dilution de tout, aussi des facteurs de coagulation. Et puis, avec l'oxygénateur, avec la pompe, on a des effets de cisaillement sur les plaquettes et les globules rouges. On a des endroits de turbulence et même des endroits où le sang stagne. Tout ça favorise le risque de caillotage. Chez le patient, un patient qu'on met en ECMO est un patient souvent qui n'est pas en bonne santé. Il a souvent des défaillances de certains organes et il peut avoir des défaillances hépatique ou un bas débit qui contribue à cette balance difficile entre la coagulation et l'anticoagulation. Tous les enfants ont un système de coagulation plutôt immature et donc toutes les études qu'on voit chez les adultes ne sont pas du tout transposables à la pédiatrie. Puis vous savez, on administre beaucoup de médicaments, beaucoup de produits sanguins et parfois ces enfants sont mis en ECMO post-chirurgie ou doivent subir une procédure sous ECMO, ce qui rend la gestion de l'anticoagulation et de la coagulation en ECMO pédiatrique assez difficile. Alors la coagulation, je vais être très brève et je vais la simplifier. Il y a 3 phases. Et la première phase, au fait, quand il y a une rupture entre un vaisseau et que le sang sort du vaisseau, la première réaction, c'est une vasoconstriction et la formation très rapide. Donc les plaquettes vont aller s'agréger au niveau de cette rupture du vaisseau. C'est ce qu'on appelle l'hémostase primaire. La deuxième phase de la coagulation, c'est une activation des facteurs de la coagulation et une formation d'un caillot de fibrine. Le fibrinogène va être transformé en fibrine, c'est ce qu'on appelle l'hémostase secondaire. Et puis, pour pas que tout le système coagule complètement, on a un effet de fibrinolyse, c'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir dans le corps du patient un équilibrage entre un caillot qui se forme et on essaye de colmater le saignement, mais aussi un processus d'arrêt de la formation de caillots et même de la dissolution de caillots pour ne pas avoir une thrombose généralisée du patient. Et je vous ai rappelé ce petit schéma de coagulation parce que nous, ce qui va nous intéresser en ECMO et dans l'anticoagulation par héparine, c'est que l'héparine va jouer sur l'hémostase secondaire. Comme vous avez, dans l'activation des facteurs de coagulation, on a 2 voies, une voie intrinsèque et extrinsèque, qui vont se rassembler dans une voie commune. Et c'est l'activation du facteur 2 qui va permettre la transformation du fibrinogène en fibrine. Et l'héparine non fractionnée va agir sur plusieurs facteurs, surtout sur des facteurs de coagulation de la voie intrinsèque, mais aussi la voie commune.
Et une petite particularité, c'est que l'héparine non fractionnée n'est active que si en présence d'antithrombine. Et vous savez tous que les enfants, surtout les nouveau-nés, sont défaillants en antithrombine et donc nécessitent des taux d'héparine beaucoup plus élevés. Vous connaissez aussi l'héparine de bas poids moléculaire et elle, à contrario, elle va avoir un effet surtout sur le facteur 10. Alors, quels sont les tests qui existent pour titrer l'héparine? Je vais être brève, il y a deux familles. Il y a la famille des tests de coagulation. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des tests qui mesurent le temps nécessaire à l'initiation d'un caillot. Je vais détailler un petit peu plus après. Et puis, on a un autre groupe de tests qui sont totalement différents, qui est une mesure de l'activité d'héparine. C'est la mesure d'activité anti-10A, et ça, c'est une mesure directe de l'activité de l'héparine dans le plasma. Les temps de coagulation, quel que soit le test, c'est toujours le même principe. Donc, on a un échantillon de sang ou de plasma, on va ajouter un activateur, et en fonction du test, on va choisir un activateur approprié. Et puis, vous le voyez, ici, on va mesurer, que ce soit par des phénomènes électromagnétiques ou par colorimétrie, on va chercher le moment où on a le début de formation de caillots et le temps entre l'initiation de la réaction chimique et la formation du caillot, c'est un temps en secondes qu'on va mesurer. Il y a deux tests que nous utilisons pour monitoriser l'anticoagulation par héparine en ECMO, c'est le TC1, le temps de coagulation activé, et la PTT. Et il faut savoir que les grandes différences entre les deux, c'est qu'il y en a un qui se fait au lit du patient et qui fait sur du sang complet, et l'autre qui est un test qui se fait sur du plasma au laboratoire et dont on a un délai pour le résultat. L'anti-10A, c'est un test un peu plus complexe, mais c'est simplement, on va rajouter du facteur 10A activé avec un colorant. Ce colorant, il va se lier aux molécules d'antithrombine qui sont liées à l'héparine, et donc le surplus qui va rester sera inversement proportionnel, bien sûr, au taux d'héparine, et c'est comme ça qu'on vous donne une valeur d'anti-10A. Donc les tests sont quand même totalement différents. Alors, les tests de l'héparine, ça, c'est l'hémostase secondaire, je vous ai déjà montré, je vous ai montré sur quel facteur l'héparine agissait. Et alors, la grande différence, c'est qu'avec le TCA et la PTT, on va avoir une évaluation de la voie intrinsèque et commune de la coagulation, alors que l'anti-10A va simplement nous donner une réponse sur l'activité du facteur 10. Ceci pour introduire ma recherche. Alors, tous ces tests existent et personne ne sait actuellement quelle est la meilleure méthode pour titrer l'héparine non fractionnée chez les patients pédiatriques en ECMO. Comme il n'y a pas de consensus, mais on s'est posé la question, et alors au centre hospitalier universitaire de l'Aisne où j'ai travaillé, il y a eu plusieurs protocoles dans le temps. Et donc, on a comparé 3 méthodes de titration d'anticoagulation. Alors, qu'est-ce qu'on a comparé comme issue primaire et secondaire? C'était les saignements et les complications hémorragiques. C'est une étude rétrospective observationnelle. C'est une population, tous les patients âgés de moins de 18 ans qui ont été mis en ECMO entre 2010 et 2021. Comme je vous ai dit, donc entre 2010 et 2013, c'était le TCA qui guidait l'anticoagulation par héparine dans le centre. À partir de 2014, ça a changé pour l'APTT parce qu'il y avait beaucoup de discordances, il y avait beaucoup de difficultés à adapter l'héparine à ce protocole. Et donc, ça a été l'APTT qui a guidé la stratégie d'anticoagulation jusqu'en 2017. Et puis, à partir de 2018, c'est l'anti-10A qui a pris le relais. Donc, je vous ai dit qu'on a regardé les complications hémorragiques qui sont
définis selon l'ELSO et qu'on a élargi à d'autres hémorragies comme les hémorragies pulmonaires et les hémorragies cérébrales. Et alors, on a aussi regardé les issues secondaires classiques, hein, comme les complications thrombotiques, les complications neurologiques et le décès. Alors, sur cette période, globalement, il y a eu 125 ECMO. Plusieurs patients ont dû être exclus pour les raisons que vous pouvez lire là. Et finalement, on a inclus 118 ECMO dans l'étude. On en a 30 dans le groupe TCA, 40 dans le groupe APTT et 48 dans le groupe anti-DISA. Ici, vous voyez les résultats. Les données démographiques des patients, et ce qui saute à l'œil, c'est que la patientèle a quand même évolué dans le temps. Sur les années, c'est qu'il y a eu un petit peu moins de ECMO pour post-chirurgie cardiaque, donc pour cardiopathie congénitale, et un peu plus d'ECMO pour raisons pulmonaires. Néanmoins, on n'a pas de différence statistiquement significative entre les deux groupes, entre les types d'ECMO cardiaques ou respiratoires, ni entre les ECMO VA et VV. Il y a eu des problèmes de canule VV pendant des années aux Pays-Bas, et donc même les ECMO respiratoires étaient mis en ECMO véno-artériel. Ici, vous voyez les résultats avec pas de différence significative au niveau de l'outcome primaire, hein, qui étaient les complications hémorragiques entre les trois groupes. On a l'impression qu'il y a une tendance avec une augmentation du risque des complications hémorragiques pendant la période APTT, mais on n'a aucun effet sur la valeur statistique, même pas quand on fait une analyse des groupes séparés, thrombotiques, au niveau des complications hémorragiques. Il n'y a pas de différence statistiquement significative entre les trois stratégies. Quand on regarde la durée d'ECMO et la durée d'hospitalisation, on voit que sur les années, il y a une nette diminution et qui est statistiquement significative dans le temps. Je pense que le résultat le plus intéressant de cette étude, c'est ce qu'on a démontré, c'est que la grande différence, donc on n'a pas d'effet sur l'issue primaire, hein, ce qu'on a étudié, mais ce qu'on peut remarquer, c'est que quand on utilise une stratégie qui suit l'anti-DISA, on donne des doses d'héparine beaucoup plus élevées que quand on suit les autres stratégies, et vous pouvez le comprendre. Avec l'anti-DISA, on regarde que l'activité de l'héparine, alors que la PTT, le TCA regarde des choses beaucoup plus globales. Et donc, comme les patients pédiatriques mis en ECMO sont souvent des coagulopathies associées, les valeurs sont déjà plus élevés quand ils sont mis en ECMO. Par contre, on a donc une augmentation de nos doses d'héparine avec la troisième stratégie. On n'a pas de différence en termes de complications hémorragiques et thrombotiques, et nos taux de transfusion aussi n'augmentent pas durant toute la période. Un petit bémol, on a regardé les seuils transfusionnels, hein, parce que vous savez que dans le temps, on a changé les seuils transfusionnels. Alors, les seuils transfusionnels qu'on a suivis, je peux vous montrer les chiffres si ça intéresse quelqu'un plus tard, ne montrent pas de différence significative, mais on a quand même une petite tendance à viser des seuils, que ce soit en globules roux, en hémoglobine, et en plaquettes moins élevés qu'avant. Alors, la discussion, comme je vous les ai déjà dit, la stratégie basée sur l'anti-DISA est associée à des doses d'héparine qui sont quand même statistiquement beaucoup plus élevées que dans les autres deux stratégies. Aucune méthode de titration n'a l'air supérieure dans cette étude. Alors cette étude a bien sûr plein de limites, hein. Premièrement, dû à son caractère observationnel et rétrospectif, et au fait que c'est quand même une étude sur 10 ans et qu'on sait que la prise en charge des patients en ECMO a quand même évolué sur ces 10 dernières années, et puis c'est un échantillon quand même limité. Que dit la littérature ?
Alors ici, c'est une étude rétrospective où ils ont regardé aussi s'il y avait une différence en termes de complications hémorragiques et thrombotiques, si on suivait plutôt un ACT, un APT2 en anti-10A, et eux n'ont pas montré de différence. Nous avions fait en 2020 une méta-analyse. Je dois bien dire que ce sont aussi bien des patients pédiatriques que adultes, mais on avait les mêmes conclusions chez les patients pédiatriques. On allait comparer pas les 3 tests séparément, mais on a comparé une stratégie basée sur des temps de coagulation à la stratégie en suivant l'anti-10A. La plupart des études ont inclus des patients et suivi le TCA. Il n'y a qu'une étude qui a regardé la PTT, donc on peut presque dire que cette méta-analyse analyse la comparaison entre TCA versus anti-10A. Et nous, on avait montré sur cette revue systématique qu'il y avait une diminution de saignement avec la stratégie basée sur l'anti-10A, une diminution de mortalité aussi et pas d'augmentation de thrombose. Alors, nous, on ne l'a pas étudié dans notre étude parce qu'on ne l'utilisait pas systématiquement, mais bon, c'est quand même quelque chose de discuté dans la littérature. Est-ce que les tests viscoélastiques seraient peut-être supérieurs à nos techniques à nos autres tests habituels? Et alors ça, c'est une méta-analyse publiée en 2021 qui ne montre pas d'effet. Ils ont malheureusement étudié que les thromboses. Ils ont étudié les saignements et les thromboses. Et ici, ça, c'est une autre étude chez des nouveau-nés qui a regardé le thromboélastogramme et l'anti-10A, l'ACT et la PTT en termes, s'ils sont prédictifs de thrombose. Et là, on voit que dans cette étude, le thromboélastogramme et l'anti-10A ont l'air supérieurs aux 2 autres tests en termes prédictifs de thrombose. Donc en conclusion, les différentes études montrent des résultats contradictoires. A priori, aucun test n'est globalement supérieur à un autre et on s'oriente quand même de plus en plus vers des stratégies avec des associations de différents tests pour plusieurs raisons. C'est que, c'est une association de différents tests permet une évaluation non seulement de l'anticoagulation, mais aussi de la coagulation complète, qui est quand même souvent perturbée chez les patients pédiatriques en ECMO. Et alors, je vous invite à garder à l'œil Pediatric Critical Care Medicine, qui va sortir un numéro spécial suite à cette initiative à laquelle j'ai collaboré, qui reprend tous les chapitres de l'anticoagulation en ECMO pédiatrique. Malheureusement, on pose plus de questions qu'on répond. Mais voilà, merci pour votre attention. Magnifique aquarium. Une question? Ou 2, rapide. Avant les questions, j'aurais peut-être que tu précises quelque chose. Il y a quelque chose qui est perturbant pour les Français, c'est les acronymes. Donc l'APTT, notamment, nous, ça n'est pas un examen qui est rendu appelé comme ça en France. Et on appelle ça, je crois, le TCA. Tandis que l'ACT est une mesure qu'on fait, qui est un test de coagulation globale qu'on fait au bloc opératoire. Donc on en dispose aussi en ECMO pédiatrique de l'ACT, qui n'est pas le TCA qu'on a par le laboratoire. Et on a aussi, bien sûr, l'anti-10A. Donc c'est juste, je ne sais pas si tu peux rappeler, parce que c'est... Ouais. Donc moi, ce que je veux dire avec le TCA, c'est un test au lit sur du sang complet qu'on utilise en salle d'op, mais aussi pour suivre l'héparine en ECMO. La PTT, c'est le test de coagulation au laboratoire pour mesurer les traitements par héparine. Et alors l'anti-10A, ça c'est un autre test qui mesure vraiment l'activité d'héparine et on l'utilise en clinique aussi pour suivre l'administration d'héparine à bas poids moléculaire, mais aussi en ECMO pour suivre l'activité d'héparine. Le test au lit du malade, nous, c'est le temps d'aclotine. C'est comme ça qu'il est appelé
Et c'est pour ça que l'appellation TSA est un peu trompeuse pour nous. Ouais, merci. Une question ? Il faut que je fasse tout le tour. Alors c'est très très intéressant et donc comme question, et merci. Donc globalement le saignement, ce qu'on considère, c'est tous les saignements hors le saignement cérébral pour plusieurs raisons. C'est que premièrement, on pense de plus en plus que le saignement cérébral est secondaire probablement à des effets thromboemboliques et donc dire que c'est un saignement cérébral, c'est assez compliqué. Première chose. Et deuxièmement, c'est compliqué de le mettre dans les mêmes catégories. Et alors, suite à cette initiative de PIS, il y a eu une autre initiative, parce qu'au fait, on s'est rendu compte, et vous l'avez... Moi, je vous ai donné une définition des complications hémorragiques, mais au fait, chaque étude a sa propre définition, ce qui ne nous permet pas de comparer les études les unes par rapport aux autres. La définition de l'ELSO est quand même assez pauvre et elle est basée sur le traitement, hein, parce qu'on dit qu'un saignement est significatif si on a dû donner des produits sanguins et tout ça, mais ne dit rien sur les autres choses. Et donc il y a toute une communauté qui est en train de réfléchir à la définition de saignement et il a été décidé de séparer les deux. Donc le saignement neurologique ou le saignement cérébral ne fait plus partie de la définition vraiment de saignement, ça fait partie d'une autre catégorie de complications. J'avais une petite question additionnelle également. Nous, on a une tendance qui n'est pas recommandée dans l'ELSO, c'est qu'on adapte un petit peu des fois nos cibles anti-DISA, parce que tu n'as pas précisé, ou j'ai peut-être pas vu tes cibles anti-DISA, parce que dans l'ELSO c'est quand même assez large, 0,3, 0,7. Ouais. C'est vrai qu'on a tendance, nous, à faire 0,3, 0,5 chez des malades thrombopéniques ou ayant déjà des discrets saignements, et puis de faire plutôt 0,5, 0,7 pour les autres. Est-ce que c'est une attitude qui te paraît raisonnable ? Oui, nous, on a la même attitude. Donc, l'ELSO dit 0,3, 0,7. Il faut savoir que c'est basé vraiment sur zéro évidence, hein, ces seuils d'anti-DISA. Donc, c'est de l'extrapolation de tests de coagulation chez des adultes. Et donc, on ne sait pas du tout ce qu'on est en train de faire chez les enfants. Et nous, on a la même stratégie que les patients à risque de saignement, post-op de chirurgie cardiaque. On va plutôt viser 0,3, 0,5. Et pour ceux, globalement, qui n'ont aucun déficit de facteurs de coagulation ou bien aucune hypoplaquétose, plutôt 0,5, 0,7. Mais on n'avait pas de différence entre les trois groupes au niveau des seuils poursuivis. Merci beaucoup. On va enchaîner sur la dernière communication.